Élu dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Rémi Trudel devient député du Parti québécois en 89. Ministre dans les gouvernements Bouchard et Landry, il a piloté des dossiers complexes, notamment les fusions municipales. Son plus grand coup en tant que ministre de l'Agriculture a été la création de la financière agricole. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Trudel. Bonne journée. En santé, il y a des dossiers qui prennent plus de temps à en voir l'aboutissement. Un de ceux-là, c'est le CHUM, l'hôpital de Montréal, l'hôpital universitaire. Déjà, sous votre règne, vous aviez préparé l'achat de terrain. Pourtant, on attend encore la construction. Bon, alors, la construction des grands hôpitaux universitaires. D'abord, le premier constat, c'est que rénover les hôpitaux du réseau anglophone, le Royal Victoria, Jewish General Hospital, ça coûtait quelque chose comme 900 millions de mémoire. Pour rénover l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital Saint-Luc, etc., l'Hôtel Dieu, ça coûtait 1,1 milliard. À ces coûts-là, le diagnostic est assez facile à poser, au lieu d'être pris. Et, ah oui, le délai de rénovation de ces hôpitaux allait durer 18 ans. Alors, imaginez, ces hôpitaux viraient à l'envers, en quelque sorte, pendant 18 années, ça n'avait pas de bon sens. Et on serait toujours dans des vieux équipements. Alors, on a décidé de construire, donc, 2 centres hospitaliers universitaires, un rattaché à l'Université McGill, l'autre rattaché à l'Université de Montréal. Et là, comme on est dans les méga-projets, où on fait cela, selon quelle formule? En bref, des hôpitaux qui allaient coûter, là, à ce moment-là, 1,2 milliard chacun de ces centres hospitaliers-là. Mais là, il fallait lancer des travaux de l'ordre de 2,5 milliards. On n'avait pas de surcoût d'impact à l'époque. On n'avait pas les autres infrastructures qui s'étaient effondrées, là. On n'avait pas ça d'impact. J'ai fait adopter un décret au Conseil des ministres en disant, nous, on va mettre 600 millions dans chacun des projets. Puis, allez-y, on part. Et les contributions du secteur privé, 300 millions de chaque côté. On va se rendre à 900. Puis il nous restera 300 millions. On va voir avec le fédéral, avec d'autres partenaires, si on peut y arriver. Mais on va lancer la construction. La carte à puce, vous avez essayé d'implanter ça. En fait, ça a démarré. Ça a pris du temps à faire son chemin. Oui, j'ai déposé un avant-projet de loi sur l'Assemblée nationale sur la création du dossier santé, de la carte à puce. La carte d'assurance maladie, carte soleil. Mais avec tout le dossier médical, tout le dossier au complet, le dossier patient. Avec les spécialistes, nous savions d'ores et déjà que ça allait faire l'objet d'âpres discussions. Parce que c'est toute la question de la vie privée, hein, des renseignements à caractère confidentiel, la vie privée. Qui va avoir accès à cela? Est-ce que, tu sais, par exemple, on sait que les compagnies d'assurance aimeraient bien ça, avoir accès à ces dossiers-là, hein? C'est assez facilitant pour leurs affaires. Est-ce que ce sera assez sécuritaire? On a beau dire aujourd'hui, n'ayez crainte, il n'y a personne qui va toucher à cela. Il y a peut-être un crack ou un nerd, là, quelque part, là, hein, à Montréal, dans son sous-sol, là, qui va réussir à avoir la clé. Il en entrera au Pentagone, il va peut-être rentrer dans cette banque de données-là. On s'est dit, on va lancer un avant-projet de loi qui va ouvrir la discussion. Et on s'attendait bien à ce que ça dure 4-5 ans avant d'en arriver. Et ça aura pris une dizaine d'années avant d'en arriver au produit final, que ça mature. Vous avez passé à 1 an la santé? 18 mois. 18 mois. M. Landry vous a changé de ministère. Est-ce que vous étiez en disgrâce? Ça a été, j'ai évoqué tantôt des relations difficiles avec les médecins de Montréal. Alors, ça a été une des raisons qui a fait en sorte que, disons que les médecins de Montréal étaient en moins bonne relation avec moi qu'avec d'autres ministres. Et vous savez, il y a une maxime non écrite, une affirmation qui existe dans tous les gouvernements. Il y a 2 catégories de professionnels qui rentrent dans le bureau du premier ministre sans frapper, les cultivateurs et les docteurs. Hein?
les cultivateurs et les docteurs. Alors, je pense que les docteurs avaient fait comme les cultivateurs n'avaient pas fait. Ils avaient entré dans le bureau et j'ai été déplacé de ministère. Mais là, il vous donne un ministère qui a un grand titre, population, affaires autochtones, région, immigration. Bref, vous en aviez pas mal large. Comment vous avez pris ça, là? Oui, ça a été d'abord, ça s'est passé un peu par étapes. Le président m'avait confié l'immigration, relations avec les citoyens, les affaires autochtones et ce ministère, donc une responsabilité qui n'est pas un ministère, ministre d'État à la population. D'abord, précisons, ministre d'État, c'est parce que ça te permet de siéger au comité des priorités du gouvernement. Il y a 7 ou 8 ministres qui sont ministres d'État. C'est la clé d'entrée au comité des priorités. Deuxièmement, il fallait développer, mettre au point une politique de développement démographique du Québec et de natalité. Les taux de natalité étaient encore à la baisse. On avait des situations. En me nommant à l'immigration, parce que le volet d'une politique démographique et de natalité, bien, c'est dans un équilibre avec l'immigration. Il me nomme aussi à l'immigration. Et les affaires autochtones, parce que j'ai eu déjà une certaine expérience en pareille matière. Mais s'ajoute pas au même moment, un peu plus tard, une crise dans l'État. Mon collègue Gilles Barry, ministre des Régions, se voit contraint de démissionner. Et le premier ministre dit, nous sommes en 2002, on ne fera pas un mandat jusqu'en 2005, 2006, là, on s'en va en élection. Ça prend quelqu'un qui est efficace tout de suite. Alors, vous allez prendre cela, M. Trudel, en sus de vos autres responsabilités. Alors, les régions. Les régions. Alors, les régions, ce que ça signifie, bien, il faut que tu y ailles, hein? Il faut se déplacer. Alors, ça a été comme tout un défi d'assurer, je dirais, ces 4 ministères en même temps. Donc, vous avez focalisé plus sur les régions. On a focalisé sur les régions bien davantage, et la politique d'immigration, la politique démographique, mais davantage au plan public là, sur les régions. Je vais convoquer le rendez-vous national des régions après avoir fait 17 sommets régionaux pendant l'année 2002 pour préparer la politique qui va donner naissance au ministère des Régions et aux différents aspects de ce ministère des Régions-là. Et aux affaires autochtones, est-ce que vous avez eu le temps de participer aux politiques qui s'en viennent plus tard, entre autres, je pense à la Paix des Braves qui est venue plus tard? La Paix des Braves, essentiellement, c'est les CRI affirment qu'on ne respecte pas nos engagements de la Convention de la baie James de 1976. Si bien que ils formulent des recommandations, des réquisitions ou des requêtes auprès de l'État. Ils montent une équipe de 40-50 avocats et le gouvernement engage autant d'avocats pour se défendre. Alors, ce qui fait qu'un jour, il se réveille 2 personnages dans le même bureau, Bernard Landry, premier ministre, et Ted Moses, le chef de la Nation CRI, qui dit, bon, bien là, si vous avez 40 avocats d'un bord ou 40 avocats de l'autre, ça pourrait arriver qu'on règle nos problèmes, il y a un problème quelque part. Et les deux conviennent que pour faire la paix, ça prend des braves. Alors, on va faire la paix des braves. Alors, ils conviennent qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont décider. Ce n'est pas les avocats qui vont décider. Alors, chacun dans son jardin commandait des choses, et puis, ça se réglait à un plus haut niveau. Et si, au plus haut niveau, on disait « on fait ça », bien, la décision, c'était « on fait ça ». Au mois de février 2002, on va signer la paix des braves sur le territoire de la baie James, une entente historique qui va être une entente de mise en application de la Convention de la baie James, avec des compensations, avec des partages de pouvoir, des partages de ressources, un modèle qui est assez largement répandu aujourd'hui. Il y avait l'approche commune avec un autre groupe aussi. Oui, avec les Inuits, avec la nation Innu, particulièrement sur la Côte-Nord, une entente qui se négocie, on est en 2002, qui se négocie depuis 23 ans. Les Inuits veulent avoir pleine responsabilité administrative et gouvernementale sur, on va dire, leurs réserves, sur la réserve des 7 emplacements, les 7 réserves. On tente de conclure un traité avec eux. Mais il y a seulement 5 des réserves qui embarquent dans la négociation. Les 2 autres se tiennent à l'écart pour toutes sortes d'espèces de raisons. On va finalement finir par s'entendre avec ces 5 réserves-là. Et la dernière motion votée par l'Assemblée nationale en 2003, avant le déclenchement des élections, ce sera une approbation de principe des principes
qui ont été négociés avec les Inuits quant à leurs responsabilités administratives et gouvernementales et les droits partagés sur le Nitassinan, et que ça allait servir de base pour signer un traité. Mais ça n'a pas plu, entre autres, à la population non autochtone, en particulier les pourvoiries pour la gestion de leur territoire. Ouais. Comment vous avez réglé ça? Bon, ça ne s'est pas réglé. Ça ne s'est pas réglé, sauf des dispositions de principe qui allaient devoir être négociées dans le traité éventuel sur la base de la reconnaissance de droits historiques ancestraux pour la nation Innu, avec les droits aussi qui avaient été accordés à des pourvoiries à droit exclusif et qui leur permettaient de gérer l'ensemble de la ressource de leur territoire. On fixait comme principe qu'il fallait y avoir une négociation pour résoudre cette partie de l'entente de l'occupation partagée du territoire. Mais ça a fait l'objet, ça, de discussions, là, mais d'âpres discussions, parce que les uns, c'est tout à fait normal, les pourvoyeurs en particulier, ou les occupants non autochtones du territoire, se voyaient dire que dorénavant, les Autochtones allaient pouvoir occuper aussi ces territoires-là à certaines fins, en vertu de certains jugements de la Cour suprême du Canada qui dit, en quelque sorte, depuis le jugement Marshall, qu'elles ont accès à ces territoires pour leur subsistance, dans la mesure où ces nations peuvent prouver qu'elles ont déjà occupé ces territoires-là. Mais pour les gens qui sont habitués d'avoir leur camp de chasse, là, leur territoire, là, sur la Côte-Nord, en Abitibi, là, ça, c'est un acte religieux. Hein? C'est un acte religieux. Quelqu'un va venir jouer dans mon parterre. Est-ce que c'était une crainte appréhendée ou une crainte réelle? Ah, c'était une crainte réelle. C'était une crainte réelle parce que c'est une question de valeur, comme je disais il y a quelques instants, là. Tout le monde respecte ce kilomètre autour de son camp de chasse parce qu'on respecte le kilomètre de l'autre. Et là, il y a quelqu'un qui va avoir le droit de venir dans mon territoire à moi pour faire de la trappe, de la chasse, de la pêche. Là, on oublie qu'il ne pourra pas faire ces actes-là si c'est en dehors de la subsistance pour sa famille. La crainte a une source. Il s'agit encore là de prendre tout le temps nécessaire pour expliquer jusqu'à temps qu'on en convienne, comme on l'a fait, par exemple, dans la Baie des Braves. Dans le dossier que vous aviez comme ministre responsable de la population, il y avait une politique de la natalité, entre autres, oui, que vous avez amorcée. Oui. Ça devait conduire à quoi? Le premier ministre, M. Landry, avait donc créé une responsabilité, ministre d'État à la population, avec une mission bien identifiée, développer une politique de développement démographique de la population et de la natalité. Le Québec vit toujours une situation relativement difficile. Taux de natalité qui n'est pas suffisant pour assurer ce qu'on appelle le simple taux de reproduction de la société et une immigration qui ne peut pas non plus dépasser tel niveau parce que dans l'immigration au Québec, compte tenu de la langue française et des lois, on peut pas, il faut être en capacité d'intégrer les immigrants. Alors, c'est ce que j'ai fait pendant 18 mois de préparer cette politique-là, essentiellement autour du fait que si on voulait avoir plus d'enfants au Québec, bien, il y avait comme une chose assez simple, mais coûteuse, c'est un régime d'assurance parentale. Soutenir les parents, parce qu'on n'était plus nettement dans le cas d'un père pourvoyeur puis d'une mère au foyer. On adoptera tous ces principes au niveau de l'immigration, au niveau de la démographie, en Conseil des ministres, mais va arriver l'élection et on ne sera plus au pouvoir. Et c'est cependant le gouvernement libéral de M. Charest, avec Mme Courchaine, qui va, je dirais, courageusement mettre sur pied ce régime d'assurance parentale qui fonctionne et qui donne des résultats, des résultats très concrets au niveau de l'augmentation du nombre de naissances, donc du taux de reproduction de la société. En 2002, la ville de Murdochville, en Gaspésie, perd son principal employeur, la fonderie de Gaspé, qui était là. Mm-hmm. De quelle manière vous avez été mêlé à ça pour garder la ville en vie? Minero Noranda Mines, qui est propriétaire de la fonderie de Gaspé, avait déjà fermé sa mine de cuivre à Gaspé 15 ans auparavant. Il restait une fonderie. On importait du minerai d'ailleurs.
et de l'extérieur du pays même. Et là, on ferme la fonderie. Et là, il y a un village là, hein, de plusieurs milliers de personnes qui s'est développé autour de la mine, qui a survécu autour de la fonderie. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'entreprise. Et là, les gens sont sont dans une crise absolument épouvantable. Il n'y a plus d'emploi. Alors là, la décision, c'était on va fermer Murdochville. Mais il faut se souvenir hein, de ces fermetures de villages dans le Bas-Saint-Laurent. Hein? On a suffisamment été éprouvé pour savoir qu'un village, une ville, parce que c'est une ville, Murdochville, tu ne fermes pas ça. On ne ferme pas parce qu'il y a un résidu d'âme qui demeure là et ça laisse des blessures qui ne sont pas cicatrisables. Je fais la recommandation au Conseil des ministres de ne pas fermer, mais au-delà de ça, il faut développer de l'activité économique pour que les gens puissent avoir des emplois. Alors, je demande au président de la Société de l'assurance automobile du Québec, M. Brindamour, si c'est vrai qu'il a dans ses cartons un centre d'appel. Il me dit oui. Mais il dit, il n'est pas à Murdochville, hein? Il est à Québec. Alors, on va le faire si je vous dis qu'on vous ordonne de le faire à Murdochville, comment vous recevez ça? Je suis au service du gouvernement, dit-il. Il va développer un centre d'appel à Murdochville pour la Société d'assurance automobile du Québec. Il me dira 2 ans plus tard que c'est son meilleur centre d'appel quant à la main-d'œuvre qui a là, la stabilité, la compétence. On est au plan de développement de l'énergie éolienne. On va obliger par législation les constructeurs d'éoliennes ou les gens qui allaient implanter de l'éolien en Gaspésie de faire de la construction. En particulier, une firme là, de construire avec de l'aide fiscale à Murdochville. Si bien que la ville va demeurer avec un certain nombre de problèmes parce que ce n'est pas la même vitalité au niveau de l'activité économique, mais on ne ferme pas Murdochville. On y construit des éoliennes, on a un centre d'appel et on essaie de développer aussi des petites entreprises connexes. Vous avez fait une excursion de chasse en Argentine au cours de votre mandat. Une chasse aux pigeons. Ça a fait la manchette parce que la chasse a été une grande réussite, mais les critiques aussi. Ça, c'est pas le trouvaille de ma carrière, je vais vous le dire. Là. Quand on est dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on devient chasseur. Et j'avais fait une excursion en Argentine qui a été publicisée bien davantage que ce que j'avais pensé. Tout était légal, sauf que sur le plan social, c'est pas acceptable. En 2003, ça faisait quand même quelques années que vous étiez en politique, vous avez sollicité un autre mandat, toujours dans la même circonscription. Est-ce que là, ça s'annonçait plus difficile? Oui, ça s'annonçait plus difficile, pas mal, pas compte tenu de la performance ou des résultats, dû au fait que, comme souverainiste, j'avais soutenu pendant une dizaine d'années l'élection d'un jeune député intelligent, hein, brillant, qui s'appelait Pierre Brien au Bloc québécois à Ottawa, mais qui aspirait à ne plus être dans l'opposition à Ottawa, à avoir une carrière ministérielle. L'ADQ est en montée et il décide de faire défection des souverainistes et de devenir candidat contre moi et le Parti québécois à cette élection-là, avec l'espoir qu'il allait être élu, ce qui fait en sorte que ça a divisé le vote souverainiste ou sympathisant, là, et que ça s'annonçait plus difficile, et ça a été plus difficile. Et vous avez quand même perdu avec une marge pas très élevée. Non, on a perdu par 400 voix. 400 voix, mais vous savez que le Canadien perd 4-0 ou 1-0, là, tu as perdu. Hein? C'est la même chose. Alors, ça faisait 14 ans. Alors, comment vous avez envisagé la suite? Bien, moi, j'ai envisagé la suite assez rapidement. De toute ma carrière, je me suis toujours ennuyé de l'enseignement. Je suis un professeur, mais je n'ai pas enseigné longtemps. J'ai enseigné 1 an. Mais j'ai toujours été pédagogiquement et en communication impliqué dans cette direction-là. Alors, j'y vois là tout de suite une occasion à saisir de retrouver ma profession d'enseignant dans une université, ce qui est arrivé avec l'École nationale d'administration publique de l'Université du Québec. Mais là, vous êtes déménagé à Montréal pour ça. Oui, tout à fait. Mais on vous retrouve en politique en 2009 aux élections municipales de Montréal. Qu'est-ce qui vous a pris de revenir? C'est Louise Arel. Louise Arel est candidate pour Vision Montréal et elle me supplie d'être candidat pour aller, dans mon cas à moi,
Louis Arel fait toujours des demandes et elle est irrésistible. Qu'est-ce que vous faites là, de votre vie active à la retraite de la politique? Bon, d'abord, l'enseignement à l'École nationale d'administration publique que je partage avec les étudiants de maîtrise et de doctorat, tout le champ des principes et des enjeux dans les États de droit, les principes et les enjeux dans les États de droit pour la vie démocratique. Ça occupe pas mal de mon temps. J'ai aussi développé une nouvelle activité académique qui s'appelle la gestion participative et la défense des droits. Ça existe, ça, au Québec. Il n'y a pas d'université qui s'y intéresse. Alors, j'ai une activité qui m'occupe toute l'année sur la gestion participative, le modèle québécois, mais dans ses racines, pas toujours dans ses applications, et la défense des droits. Et aussi, je fais beaucoup je travaille beaucoup avec le Brésil. Pourquoi le Brésil? Parce que, d'abord, c'est un pays de 200 millions d'habitants. C'est la 5e puissance économique du monde maintenant. Et ce sont des gens qui, donc, parlent le portugais, des langues latines, et qui partagent une passion pour le français. Alors, je préside un organisme international qui s'appelle la COLUFRAS, la Conférence luso-francophone de la santé. C'est une conférence qui soutient des communications et des échanges chez les lusophones et chez les francophones, mais uniquement en français et en portugais. Et ça soutient l'exercice de la réflexion chez les professionnels de la santé dans différents domaines, comme par exemple, les soins de première ligne au Brésil sont un succès immense. Les soins de première ligne, on a des choses à apprendre au Québec encore. Alors, je préside cette association-là depuis 7 ou 8 ans. Et, évidemment, on fait un peu de sport avec le vélo, mais essentiellement, sur le plan professionnel, là, je fais aussi un peu de collaboration, ça dépend des moments, avec la République démocratique du Congo. À la République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'entreprises canadiennes de mines qui sont au Congo, qui n'ont pas toujours bonne presse, d'ailleurs. Et le régime politique du Congo est un régime avec des difficultés démocratiques, pour employer un langage empolé. C'est le plus grand pays de la francophonie avant la France et ses 60 millions. C'est 80 millions. C'est un pays phénoménal, mais avec des inégalités incommensurables. Incommensurables. Mais c'est un pays très, 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 très riche, entre autres d'un minerai qui s'appelle le coltan. Tout le monde a ça dans ses poches au Québec. Tous les téléphones cellulaires renferment un métal qui s'appelle le coltan. Et le seul endroit au monde où il y a du coltan, c'est en République démocratique du Congo, dans l'Est du Congo. En rétrospective, là, pour vos années de député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, 14 ans, quelles sont les réalisations, les moments les plus heureux, où vous êtes vraiment une grande satisfaction d'avoir réalisé un projet? Bien, sur le plan gouvernemental, bien sûr, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, gouvernemental, moi, c'est la création de la financière agricole du Québec, qui est l'espèce de fleuron pour moi, parce que ça crée là un instrument d'avenir formidable. Deuxièmement, ça peut peut-être paraître particulier, mais la création des GMF. Ce n'est pas le succès que l'on pensait connaître avec ça, mais le germe est semé. Le germe est semé. Ça, c'est les groupes de médecine familiale. Les groupes de médecine de famille, les groupes de médecine familiale. Le germe est semé, ça ne pourra pas s'arrêter. Il y en a 350. Ça va finir par s'implanter à Montréal. On va resserrer les règles sans l'ombre d'un doute. Ça, ce sont des réalisations magistrales. Et puis du côté de, moins évident aussi, mais cette politique familiale et démographique qui a donné lieu à des gestes des gouvernements subséquents et qui a implanté. Je pourrais ajouter aussi la paix des Braves, mais pour la paix des Braves, je ne peux pas prendre beaucoup de crédit parce que c'est le premier ministre qui l'a fait, M. Landry. On l'a appuyé, je l'ai signé. C'est marquant pour l'histoire, mais c'est quand même, ça demeure un geste très, très significatif. En Abitibi-Témiscamingue, les principales réalisations dont je suis le plus fier, c'est les infrastructures communautaires qui se sont multipliées partout sur le territoire. De Témiscamingue Sud à aller jusqu'à Rouyn-Noranda, partout sur le territoire, les infrastructures. Autre élément aussi, on aura fait prendre à l'Abitibi-Témiscamingue ce virage, le virage entrepreneurial et de transformation. Virage entrepreneurial,
Lorsque je suis arrivé dans cette région-là en 1973, il n'y avait pas un seul francophone à la tête, à la direction des entreprises minières. Les premiers dirigeants des entreprises minières ont été formés à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue que nous avions créé ensemble et qui aujourd'hui, Hébert, La Liberté, Grenier, ils sont à la tête des grandes entreprises québécoises de mines, d'exploration et d'exploitation. Ça a été un élan assez formel. Et aussi le virage de la transformation. Hein? Il y a des entreprises qui transforment du papier en Abitibi-Témiscamingue. Pour la transformation, moi, c'est les éléments que je retiens en passant là, 14 ans comme député. Vous étiez souvent à l'avant-scène, on en a fait une bonne rétrospective. Est-ce que ça prend un bon communicateur pour faire de la politique? Oui, oui. Je dis encore à mes étudiants, une chose qui n'est pas communiquée n'existe pas. Une chose qui n'est pas sue n'existe pas. On peut avoir le meilleur dossier que l'on imagine dans sa tête ou sur le papier, mais si on ne l'a pas échangé avec les interlocuteurs, avec la population, la chose n'existe pas. Organisez-vous pour que la chose existe. Et pour ça, il faut développer des capacités de communication puis de bien saisir ce que sont les communications. Hein? Et il faut utiliser tous les moyens possibles, les instruments, mais il y a une chose auquel on n'échappera pas jamais. À travers n'importe lequel des instruments de communication, si la chose n'est pas attrayante, hein, si c'est aussi passionnant qu'une partie de billard au Canal 38 le samedi matin quand il pleut, là, on ne vendra pas grand-chose là. Hein. Il faut développer les outils, les façons de faire, puis regarder, observer ceux et celles qui réussissent, les meilleures pratiques. Faire de la politique, c'est souvent gratifiant, c'est parfois ingrat. Est-ce qu'il y a un prix à payer pour faire de la politique? Oh, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et, c'est un classique, là, mais c'est la réalité. Le prix à payer, c'est la famille. Qu'est-ce que vous voulez? Félix Leclerc disait que le plus beau présent de l'amour, c'est la présence. Puis quand tu n'es pas là, hein, tu n'es pas là. Bon. Alors, la famille écope tout le temps. Tu peux faire tous les entourloupettes que tu veux, tu peux faire les efforts que tu veux, mais quand tu n'es pas là, tu n'es pas là. Alors, il y a des choses qui se brisent, il y a des choses qui n'existent pas, il y a des choses qui ne te développent pas. Des choses qui ne se réparent pas. Puis des choses qui ne se réparent pas, bien évidemment, des choses qui ne se réparent pas. L'autre chose qui est très coûteux aussi, là, vous touchez le politique, vous êtes marqué à vie par la société civile. Ce serait curieux d'être capable de déterrer le nombre d'hommes et de femmes politiques qui se sont retrouvés dans des situations extrêmement difficiles après avoir accepté de servir la population de façon démocratique. Le nombre de drames, là, quant à moi, pour ceux et celles que je connais, c'est incommensurable. Ça, c'est dans le prix à payer. Parce que quand vous sortez du politique, là, vous portez une marque où tout le monde a peur de vous. Tout le monde a peur de vous. Pour employer un langage bien clair, les rouges ont peur de vous, puis les autres, vous êtes un perdant. Il ne vous reste pas grand-chose. Hein? Et ça, c'est très, très difficile. Des gens qui ont posé des candidatures dans des postes qui avaient toutes les compétences, mais vous avez déjà fait de la politique, vous? Pas fait de la politique. On a servi la population suite à des votes démocratiques. Mais ça ne passe pas la rampe, ce que je dis là. Ça ne passe pas la rampe, ça. Ça, c'est un des prix à payer. Vous traînez ça tout le temps de votre vie. Comme s'il y avait une partie honteuse quasiment, de servir le public dans des institutions démocratiques suite à une élection démocratique. Bon, alors, beaucoup de travail pour les sociologues encore, j'imagine. Merci, M. Trudel. Un plaisir.